Dans cette section, on va parler des compréhensions de séquences. Donc une compréhension de séquence, c'est une manière de remplacer les boucles traditionnelles qu'on a dans les langages impératifs par d'autres structures qui vont nous permettre de mettre la liste au centre euh, de notre réflexion comme d'habitude. Vous verrez que ces compréhensions de séquences en fait, se réalisent concrètement simplement par le biais d'application de fonctions d'ordre supérieur. Et ces fonctions d'ordre supérieur eh bien, permettent d'implémenter ces compréhensions de séquences de manière tout à fait élégante. De la même manière, les compréhensions de séquences vont nous permettre de décrire des combinaisons en fait de listes ou de séquences les unes par rapport aux autres, de manière à énumérer par exemple toutes les combinaisons possibles d'éléments dans une liste. Donc les objectifs sont au nombre de 3 dans cette séquence aujourd'hui. Premièrement, comprendre ce que sont les compréhensions de séquences avec un exemple. Deuxièmement, on va voir comment traduire ces compréhensions de séquences en fonction d'ordre supérieur. Et puis finalement, ce qu'on va faire, c'est regarder comment on peut énumérer des combinaisons exhaustives de sous-séquences à l'aide de ces compréhensions. Je vous propose de commencer par le début avec les compréhensions de séquences en elles-mêmes. Alors, lorsqu'on prend le processus itératif en Java, dont vous avez un exemple ici, on a des choses qu'on connaît très bien. Alors, regardons par exemple ici, nous avons une liste de type générique sur des personnes, et puis sur ces personnes, ce qu'on fait traditionnellement dans les langages impératifs, c'est faire une boucle sur cette collection. Ça, c'est une collection, et on va faire une boucle sur cette collection en disant, voilà, je vais partir d'un itérateur i qui est égal à 0, qui va aller cet itérateur jusqu'à la taille de la collection, et à chaque étape de mon itération, ce que je vais faire, c'est rajouter 1 à mon itérateur. Puis, avec ces valeurs-là, donc dans ma boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des personnes P les unes après les autres à l'aide de l'itérateur, et puis réaliser une opération sur ces personnes. Alors ça, c'est la manière traditionnelle impérative de faire les choses. La deuxième manière qu'on a ici en dessous, c'est les boucles avec ce qu'on appelle la syntaxe avancée qui a été introduite dès Java 1.5. Donc lorsqu'on a une collection ici persons, de personnes, eh bien on peut avoir cette syntaxe qui dit pour chaque personne P dans la collection persons, eh bien faisons quelque chose. Donc c'est une manière un peu plus élégante de passer sur tous les éléments d'une collection, et c'est la manière traditionnelle qu'on a de faire les choses, par exemple en Java. En ce cas-là, eh bien, je vous propose d'examiner un exemple ensemble maintenant. J'ai défini ici une case class person avec un nom et un âge pour chacune des personnes. Donc je vous rappelle, la case class person me permet de définir une personne sans avoir besoin de faire de new. Ça me donne également un constructeur simplifié et un toString élégant. Donc à partir de cette classe personne, eh bien, je peux faire une liste de personnes. Ici, la personne numéro 1, ce sera John qui a 23 ans, Mary qui a 30 ans, Alex qui a 22 ans et Cindy qui a 40 ans. Et puis j'ai cette même type de boucle ici, ce même type d'itération de séquence qu'en Java, avec ici, pour chaque P dans personne, j'affiche le nom. Ce qui est intéressant de réfléchir maintenant, c'est comment s'est implémentée en fait cette partie-là. Alors on peut se dire, comme c'est dans le cas dans les langages de programmation traditionnels, eh bien voilà, il y a quelque chose dans le compilateur et dans la grammaire du langage qui nous dit, voilà, lorsqu'on rencontre un for, eh bien notre compilateur va se comporter de telle et telle manière. Alors c'est pas le cas en ce cas-là, et dans les langages fonctionnels en général on peut faire ça. On peut implémenter les boucles for à l'aide de fonctions d'ordre supérieur. Alors je vous propose de prendre quelques secondes, quitte à mettre en pause la vidéo, pour réfléchir à comment on peut implémenter ce qui est affiché ici à l'aide d'une fonction d'ordre supérieur. Alors effectivement, je pense que vous avez réussi à trouver qu'on peut implémenter ça simplement en écrivant persons.forEach. For each est une fonction d'ordre supérieur à laquelle je vais en fait passer P une personne, donc là je mets la syntaxe complète, et sur chacune de ces personnes, je vais faire un println de p.name. Donc
ce code qui se trouve en haut et ce code-là, en fait, sont équivalents. La syntaxe des for en Scala, donc si on la considère comme celle qui est écrite simplement ici, hein, c'est le même exemple qu'avant, eh bien, elle permet également de rajouter un filtre à l'intérieur du for. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, eh bien, c'est un filtre, et ce filtre-là nous dit, ben, je souhaite prendre P des personnes qui sont dans ma collection avec P, dont l'âge de P pardon, est plus grand que 25. Et pour chacune de ces personnes dont l'âge est plus grand que 25, eh bien, ça va afficher l'âge. Alors, on peut bien entendu également implémenter ça avec, alors peut-être juste avant de faire ça, ici, ça va afficher le nom des personnes dont l'âge est plus grand que 25, donc on va avoir affiché sur la console, si on exécute ce code, Mary et puis Cindy qui vont être affichés sur la console. Maintenant, on peut implémenter ça, comme je disais, à l'aide de fonctions d'ordre supérieur de la même manière. Donc l'idée, ça va être de dire, eh bien, depuis ma collection, je vais réaliser un filter et comme prédicat, je reprends ce que j'ai en haut, donc p.age plus grand que 25, et sur cette nouvelle collection, eh bien, j'applique simplement mon for each comme tout à l'heure. Alors, vous voyez ici que j'ai pas pris le soin de redonner le type, étant donné que le compilateur arrive tout à fait à inférer ça ici. Donc, ici, j'ai pas redonné le type, et ici non plus pour P, ça aurait été possible, mais je l'ai pas donné. Voilà donc comment implémenter le filtre sur une boucle for, entre guillemets, en Scala. Donc une boucle for est de la forme générale for, S entre parenthèses, E. Alors, le for ici, eh bien, c'est l'instruction qui introduit le for loop. Le E, c'est ce qui va être exécuté à chaque itération de la boucle. Et le S, en fait, mérite un petit peu de considération. Parce que le S, en fait, est une séquence de générateur, définition ou filtre. Alors, c'est-à-dire que dans ce S au milieu, on peut avoir un ou plusieurs générateurs, définitions ou filtres. Alors, commençons par les générateurs. Eh bien, un générateur est quelque chose de la forme x flèche vers la gauche E, avec E qui est quelque chose qui ressemble à une liste. Lorsqu'on écrit ce x flèche vers la gauche E, en fait, on va relier successivement les différentes valeurs de E à x. On peut en avoir plusieurs dans une for loop, et on verra tout à l'heure quelle est la règle lorsqu'on en a plusieurs. Pour les définitions, ben, on peut avoir des définitions de la forme val x égale E, où on va introduire E comme un nom pour la valeur de E dans le reste de la compréhension. Nous verrons l'exemple tout à l'heure. Et puis, finalement, filter est une expression if, f, de type booléen, qui va omettre, en fait, tous les bindings pour lesquels f est faux. Cela, bien entendu, demande un petit peu d'explications supplémentaires. Alors, premièrement, la séquence, elle doit toujours commencer avec un générateur. Lorsqu'on a une séquence S, qui peut être composée de plusieurs générateurs, de filtres, ou encore de définitions, et bien cette séquence S, elle doit toujours commencer par un générateur. S'il y a plusieurs générateurs, eh bien, les générateurs qui se trouvent le plus bas, ou qui viennent en dernier, à quelque part, eh bien, vont varier plus rapidement que ceux qui se trouvent au-dessus. Comme dans les doubles boucles ou les triples boucles qu'on retrouve en programmation standard, impérative, eh bien, les boucles les plus centrales sont celles qui varient le plus vite. Au sujet de l'expression E, cette expression E qui est exécutée à chaque pas, en fait, elle va être exécutée pour chaque élément qui a été généré depuis la séquence de générateurs et de filtres S. Finalement, quand on a une boucle for, cette boucle for va toujours être traduite en fait par le compilateur en un appel à for each équivalent.
Je vais maintenant vous présenter l'exemple qui se trouve à l'écran sous la forme d'une petite capsule vidéo pour expliquer comment fonctionne ce générateur de for. Je vais maintenant présenter un exemple de for loop dans lequel ma séquence S est un peu plus grande que simplement un simple générateur. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple suivant, je vais faire un for loop avec un i qui va varier de 1 à 10. Vous voyez ici, j'ai mis un point-virgule, moi, entre les éléments de ma séquence. J'aime bien mettre un point-virgule à chaque ligne, même si c'est pas obligatoire tout le temps. Parfois c'est obligatoire et parfois pas. Le compilateur nous dit quand parce qu'il connaît les règles. Moi je les connais pas forcément, donc je mets à chaque fois un point-virgule, et c'est le seul endroit en ce cas-là où je mets des points-virgules d'ailleurs. Donc ceci étant dit, maintenant mon i va varier de 1 à 10, je vais faire varier j de 2 à 10, et puis je vais faire la chose suivante, je vais prendre seulement les nombres pour lesquels i modulo j est égal à 0. C'est-à-dire en fait que je vais parcourir les nombres de 2 à 10 et les nombres de 1 à 10 en faisant varier j d'abord, et puis je vais regarder qui est un multiple de qui entier. Qui est un multiple entier de qui en fait. Regardez, ici je vais faire la chose suivante, je vais faire un string interpolé en disant is an integer multiple of ici mon j, et puis si j'exécute ça, regardez ce qui se passe. En fait, j'ai la chose suivante qui se passe. Mon j va varier de 2 à 10, j'ai pas pris le 1 parce que 1 va apparaître très souvent ici sinon. Donc je passe de j de 2 à 10 et i de 1 à 10, et puis là j'ai énuméré en fait les nombres qui sont des multiples entiers d'autres nombres jusqu'à 10. Donc en fait 2 est un multiple entier de 2, 3 est un multiple entier de 3, 4 est un multiple de 2 et un multiple de 4, 5 est un multiple de 5, 6 est un multiple de 2, 3 et 6, etc. etc. Donc j'ai énuméré qui étaient les diviseurs entiers d'un nombre. Tout ça avec une simple double boucle for. On reverra tout à l'heure, à la fin de la séquence 3, une manière de générer ces combinaisons exhaustives de valeurs. La plupart du temps, en réalité, lorsqu'on va passer sur une collection, ce qu'on souhaite faire, c'est créer une nouvelle collection à partir de la première collection. Et puis, étant donné cet état de fait, l'idée générale d'une compréhension de séquence, c'est de dire, ok, quand on passe sur une collection, on va, grâce à un nouveau mot-clé qui est ici noté, yield, qui veut dire produit ou génère, quand on va passer sur ces éléments de la collection, on va produire à chaque fois une valeur qui va être à son tour mise dans une collection. Ça, c'est la forme générale en fait des compréhensions de séquences qu'on a vues tout à l'heure et des boucles for qu'on a vues tout à l'heure. Alors en fait, une boucle for, c'est juste un sucre syntactique pour faire comme si on était dans un langage impératif. Mais de manière générale, la compréhension de séquence est quelque chose de plus générique et abstrait que la boucle for seule, parce que dans la compréhension de séquence, ce qu'on va faire à chaque étape de la boucle, c'est produire un nouvel élément qui va être mis dans la collection. Alors la syntaxe, pour les compréhensions de séquence, elle est de la forme qui est notée ici, donc on a de nouveau le mot-clé for, qui est le même qu'avant, S, une séquence de générateurs et de filtres, et là on voit l'introduction du mot-clé yield, qui signifie génère, et puis là on a E qui va être notre expression de ce qu'on veut générer à chaque étape de la boucle, à quelque part, pour mettre dans notre collection résultat. Alors, si vous regardez ici les points 1 à 4 qui sont là, ces points 1 à 4 qui sont là, c'est les mêmes qu'en fait pour la for loop. La différence fondamentale avec la compréhension de séquence, c'est que E est une expression dont la valeur est retournée par une itération seulement, et c'est ces valeurs-là qui vont être mises les unes derrière les autres dans une liste, dans une séquence résultante. Le yield est exécuté à chaque pas de l'opération. Ça, c'est quelque chose d'important.
Alors, voilà un exemple avec une liste. On a ici une liste de personnes, la même liste de personnes que tout à l'heure, hein, avec notre case class de personnes. Et puis, on va, dans ce premier exemple qui est là, faire la chose suivante. On a notre compréhension de séquence for qui est là. On va prendre P, chacune des personnes qui se trouvent dans la collection personnes. Et puis, si l'âge de P est plus grand que 25, alors, à chaque étape, on va générer P.name. Au final, on va avoir dans names, on va avoir les noms de toutes les personnes dont l'âge est plus grand que 25. On va donc ici se retrouver avec une liste qui contiendra Mary et Cindy, qui sont les deux personnes dont l'âge est plus grand que 25. Regardons maintenant le deuxième exemple ci-dessous. Donc, on a la même chose, une compréhension de séquence dans laquelle on prend les P d'une collection persons avec un filtre ici, P.age plus grand que 25, et un deuxième filtre, P.name.starts with C. Donc on va prendre au final ici, là on a une séquence S de générateurs et de filtres dans la compréhension de séquence qui vont générer les noms finalement des personnes dont l'âge est plus grand que 25 et dont le nom commence par C. On va donc ici générer une liste avec à l'intérieur Cindy. La grande différence en fait qu'on a avec les compréhensions de séquences, c'est que là, on génère une liste. Là aussi, le yield qui est là signifie qu'on veut générer une liste. Le yield qui est là nous signifie qu'on génère une liste. Voici un petit exercice dans lequel je vous propose d'appliquer vos nouvelles connaissances autour des compréhensions de séquences. Donc l'objectif est de générer à partir d'un tableau de jeu d'échecs toutes les positions possibles sur un échiquier. Alors par exemple, si vous regardez l'échiquier à droite, vous voyez qu'il y a des petites positions ici, A1 par exemple, C3, qui permettent de localiser une case. Eh bien, dans la première partie de l'exercice, vous devrez générer toutes les positions possibles de l'échiquier. Dans la deuxième partie de l'exercice, je vous propose de générer que les positions qui correspondent aux cases blanches, c'est-à-dire par exemple A2, A4, A6 ou encore A8.